Est-ce que Maximus gagnerait au volant d'une Williams? Alors ça dépend. Si c'est la Williams de 96 sur le plateau de 96, je pense qu'il y arriverait sans problème. De même, si c'était la Williams des années 80, dans les années où elles étaient compétitives, je pense qu'il aurait tout à fait le talent pour gagner. Après, si c'est la Williams de cette année, non. Voilà. À moins que, évidemment, la seule fois où il roule dans une Williams en 2023 ou 2024, ce soit une course totalement chaotique, et dans ce cas-là, oui, il pourra totalement la gagner. Mais à la régulière, non, c'est totalement improbable. Gotifi ou Crackle euh, ça dépend. En termes de talent, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est Maldonado, il était... il savait... C'était pas un manche, il savait aller vite. En termes de potentiel sympathique, on va pas se mentir que Latifi, t'as envie de lui tirer les oreilles. Enfin, pas trop, parce que tu vois quand même qu'elle... Non, j'avais dit pas le physique. Je suis tellement un mauvais un influenceur que j'ai supprimé la question. On me demandait... ça fait longtemps que j'ai pas fait de débrief de Grand Prix, quelle en était la raison. Il y en a plusieurs, effectivement, c'était mentionné, le problème du temps, c'est déjà ça. Comme je le rappelle, dans les débriefs, je rentre vraiment en détail sur tous les pilotes et ce qu'il y a, c'est qu'à côté, bah, j'ai une vie professionnelle assez intense. Et c'est vrai que bah, entre le dimanche, le lundi, tout ça, ça me fait à peu près seulement 3 4 heures par soirée pour les bosser. Et le truc, c'est que bah, c'est pour ça que les trucs sortaient le mercredi, le jeudi, tout ça. Et sachant que du dimanche au moment où le truc sortait, tout mon temps libre, c'était que du débrief. Et j'ai essayé de relâcher un petit peu le pied ces temps-ci. Voilà. Mais le projet, c'est pas de les arrêter, loin de là, c'est juste dès que j'arriverai à retrouver quelque chose pour les faire de manière plus raisonnable et plus simple pour moi, quand j'aurai trouvé un moyen de mieux m'agencer, ça reviendra. Et puis je tiens à ajouter, cette année, on avait commencé à travailler ensemble avec Gérard Nuit, qui bosse beaucoup sur le Twitter, tout ça, qui propose plein de trucs très sympathiques sur l'aspect technique et scientifique de la Formule 1. Et le truc, c'est que lui aussi, il est devenu très pris à peu près au même moment, ce qui fait que on n'arrivait pas du tout à se compléter. Et finalement, je pense qu'on a posé des bases sympathiques pour explorer plus en profondeur les débriefs et essayer de bien les faire. Maintenant, le truc, c'est que, bah, encore une fois, autant lui que moi, on fait ça pendant notre temps libre et le temps libre est une denrée rare. C'est une question assez bizarre que tu poses. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer directement par de la monoplace, quoi, de la F4, plutôt que directement par le karting? Moi, je pense que non, pas du tout. Parce que, pour des raisons très simples, c'est que le karting, c'est ce qu'il y a de plus abordable financièrement pour faire de la course auto. Et, euh, et si tu te lances tout de suite dans la F4 qui va te demander un budget de malade pour te rendre compte qu'en fait t'es nul, ça va pas marcher. Donc non, le karting c'est totalement inévitable. Et puis tout de suite, enfin, on retrouve tous les codes de la course automobile dans le karting. C'est pour ça que ça reste la meilleure école et même les meilleurs pilotes du monde, tout, en Formule 1, tout ça, ils le disent que le karting, il n'y a rien de mieux. Crois-je au départ de Pérez? Non. Et pour répondre plus sérieusement, Pérez, il n'aura pas envie de s'arrêter. Les pilotes de Formule 1, c'est pas le genre de gars qui abandonne. Et Red Bull, je pense pas qu'ils aient envie de s'en séparer. Ça les embête sincèrement que Perez performe pas parce que bah il y a personne à mettre à la place et voilà, comme on le voit depuis des années, ils sont très contents d'avoir un pilote comme Perez dans l'équipe, même s'il n'est pas toujours au top, top, top comme les jours où il est bon. Ça reste quand même un très bon pilote à avoir dans son équipe, aussi bien pour l'aspect sportif, il l'a démontré plus d'une fois, que sur l'aspect marketing. Enfin, c'est une mine d'or pour une équipe comme Red Bull d'avoir Perez. Donc, je pense pas que Red Bull ait envie de le changer. Mais ça met plus tout le monde mal à l'aise et je pense pas qu'il partira ou qu'il sera dégagé, du moins tant qu'il sera sous contrat. Alors, le message c'est je reste fidèle. Merci Castro. Est-ce que j'ai toujours eu une barbe aussi fournie? Alors oui, je suis même né avec. Pour moi, qui est la personne la plus influente de toute l'histoire de la Formule 1? C'est une question tendue parce que c'est pas mal une question de définition au final. Euh,
Parce que t'as envie de dire, par exemple, des Colin Chapman, le gars qui a révolutionné tout un tas de trucs en Formule 1, l'effet de sol, les ailerons. T'as envie de penser à des Adrian Newey aussi, le gars qui à chaque fois a révolutionné plein de trucs dans le monde dans la conception automobile. T'as envie de penser à Bernie Ecclestone, qui a fait tout un tas de trucs formidables pour la Formule 1, que ce soit en patron d'équipe ou que ce soit pour la réussite de la Formule 1 en tant que business, en tant que sport de renommée internationale, et qui a fait des choses débiles aussi, mais voilà. Et ensuite, si on parle de pilote, c'est aussi une question de qu'est-ce qui définit l'influence. Et sur le plan des pilotes, je pense que si on parle en termes de palmarès, de grandeur, de numéro un, je reste sur Fangio pour moi parce que le gars a été indétrônable pendant 50 piges avec ses 5 titres. Et encore une fois, il a fallu que Schumacher et Hamilton déboulent avec des airs de domination pour que les 5 titres soient détrônés. Donc ça n'a pas la même grandeur, je pense, que ce que Fangio a accompli avec 4 constructeurs différents. Et voilà, et tu regardes Ayrton Senna, c'est 40 ans après Fangio, il était toujours en train de l'aduler. Et, Mansell, c'est pareil, tout ça. Donc il y a une influence de Fangio à travers l'histoire en termes de grandeur qui, pour moi, est inégalée. Même Hamilton, quand il parlait de Fangio, qu'il a égalé ses 5 titres, ça avait été un truc énorme. Même lui, il était ému, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de toujours mentionner Jackie Stewart. Il est juste là. Et là. Qui, pour moi aussi, en termes d'influence sur ce que représente un pilote de Formule 1, pour moi, ça a été lui le plus influent dans cet aspect parce que il y a effectivement sa dédication en tant que pilote qui, à l'instant, à son ère, c'était lui qui a rétabli un nouveau standard. Et en même temps, son travail avec des sponsors, ça a été le premier pilote un peu rockstar, Jackie Stewart, qui signait des contrats avec des Rolex, avec tout un tas de marques. Donc, c'était l'égérie de Ford aussi à l'international. Donc, rien que pour ça, Jackie Stewart, il a établi un peu ce qu'est le pilote moderne aujourd'hui, qui va faire des tours de conférence pour ses sponsors, tout ça. Et sans parler de son travail pour la sécurité, bien évidemment. Formule blabla F2, c'est prévu ou pas? Je faisais des lives pendant les courses de F2 jadis, mais depuis qu'on fait l'émission FIMG Night Fever, c'est beaucoup plus compliqué de faire plein de lives le samedi. Mais j'essaye toujours de réserver dans l'année un petit moment pour la Formule 2. Et sinon, je renvoie vers le merveilleux Percy qui a sa chaîne sur Twitch, sur mon compte sur le X/Twitter, qui est un formidable jeune journaliste amateur qui entre en profondeur sur toutes les catégories juniors et qui apporte plein de belles infos. Et il y a aussi le Pit Stop F1 qui est un des rares à vraiment proposer du contenu amateur sur les catégories juniors. Donc en attendant, il y a ces deux-là qui font du beau boulot là-dessus. Que penses-je de la domination de Red Bull par rapport aux dominations passées? Bah, qu'est-ce qu'il y a à penser? Je suis habitué, donc je le vis mieux. En un sens, c'est toujours aussi peu intéressant en soi, mais bon, en étant habitué, je prends tel quel. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le nouveau modèle du sport auto, donc dès que Red Bull va chuter, ce sera quelqu'un d'autre qui va dominer. Enfin, on aura peut-être une saison ou deux de transition, et puis dans le meilleur des cas. Mais voilà, je pense que ça révèle surtout un des problèmes majeurs de la Formule 1 de ces dernières années. Mais bon, ils font peut-être un des plus grands boulots de toute l'histoire en 2023, donc c'est assez merveilleux de se dire qu'on peut voir ça, quoi. C'est terriblement spécifique si je compte faire une vidéo qui parle de Joe Schlesser et Ronnie Peterson. Je vois pas l'intérêt. Si à la rigueur, s'il y avait une sur Schlesser et une sur Peterson, oui, mais sur les deux à la fois. Non, je plaisante, j'ai compris. Mais Joe Schlesser, honnêtement, non. Euh,
peut-être sera-t-il mentionné parmi certains des grands pilotes un peu oubliés, ces grands outsiders, mais pas plus que ça. Tandis que Ronnie Peterson, ça peut être digne d'une petite vidéo documentaire et j'y pense sans aucun souci. Après, c'est qu'une question de réussir à trouver le temps d'exécuter la démarche. Est-ce que j'ai prévu quelque chose, une vidéo sur le championnat du RSS de Formule 1? Non. Voilà. C'est un truc des années 60-70 et je pense que peut-être tu t'es inspiré de là pour ta question, vu que je fais de temps en temps des lives où je récupère les coureurs championnats, je regarde les résultats et je les ajoute au championnat du monde, ce qui permet de faire découvrir des pilotes improbables. Euh, et là, non, ce serait quand même aller chercher très très loin parce que de ce que j'en sais, du moins, les pilotes, les Jim Clark, les Graham Hill, tout ça, ils roulaient pas là-bas, donc on va pas trop en demander non plus. Pour le moment, pour le moment. Oula, un nouvel album. Jamais, enfin non, enfin, j'ai même pas vraiment fait d'album en soi, c'était juste une publication de quelques musiques qui traînaient dans mon ordi que j'avais fait, et elles sont même pas toutes en ligne, c'est juste, pour être honnête, moi j'ai composé des trucs, mais je suis pas le mixage, tout le boulot de mastering et tout, je suis pas bon pour ça, et j'ai beaucoup de mal à être satisfait de ce qui est publié déjà, mais en soi, ça me satisfait parce que je sais que il y a une centaine d'écoutes par mois, ça me troue les miches, si ce n'est plus. Et mais j'ai envie, si je ressors quelque chose, d'essayer de le faire le plus propre possible. Mais il y a déjà des sons que vous pouvez entendre dans des vidéos qui sont pas encore publiés. Que pense-je des nouveaux fans de F1 de Drive to Survive? Rien. En fait, pour moi, ce sont devenus des boucs émissaires parfaits. Parce que je pense que la perception qu'on a du fan Drive to Survive est totalement erronée. Parce que, pour moi, le fan Drive to Survive suit pas vraiment la Formule 1 en tant que telle. Il regarde juste de très loin et en soi, il est totalement inoffensif. Mais je pense que ces dernières années, avec un peu la montée des réseaux sociaux de la Formule 1, la saison 2021 et son championnat, ça a mis en exergue surtout un truc qui existait déjà, à savoir les débiles. Le genre de personnes qui réfléchissent et pensent selon une méthode qui me dépasse totalement, que tous nos mots et toute notre vision du sport est cantonnée par notre adoration d'un pilote en particulier, que ce soit Hamilton, Verstappen, machin. Et tout ceci, j'ai l'impression que ça définit la majorité des débats sur les gros réseaux sociaux où il y a les grosses communautés en général. Et vu que au même moment il y a plein de fans de nouvelles de Drive to Survive qui ont déboulé, on a dit que c'était de leur faute alors que pour moi ils se sont juste mêlés à la foule, une foule qui existe depuis Prost Senna, hein. Donc pour moi les fans Drive to Survive s'ajoutent juste à la masse. C'est juste très bien qu'on ait de nouvelles personnes parce que bah, le sport est en train de crever. Que penses-tu de la prochaine mise à jour Bottas 7.0? J'ai quelques exclus à ce sujet. Alors, ça reste entre nous, vous n'allez pas le répéter sur Internet, mais de ce que j'en ai entendu, il semblerait qu'ils vont passer directement à la version Bottas 10 parce qu'il y a trop de boulot à rattraper sur les versions 8 et 9. Donc ils vont skipper 3 versions, ils vont passer à Bottas 10. T'es heureux. Ça va? Non, non, ça... La vie suit son cours. La vie suit son cours. J'ai presque chialé de la dernière question. Euh, je suis trop con. On veut la rétro 2012.
J'ai envie de faire les choses bien dans leur temps. Et je déteste qu'on me presse. C'est un truc de... Mais c'est pas contre toi, c'est contre personne. Mais plus on me demande un truc, moi j'ai envie de le faire. C'est pour ça que je fais des rétros sur les saisons des années 50, tout le monde s'en fout. Non, mais j'avais prévu il y a 2 3 ans de faire une rétro sur la saison 2012. Enfin, de faire un truc qui m'a donné l'envie de juste faire une rétro sur la saison 2012. Et, mais j'ai envie de faire les choses dans leur temps. Et je veux d'abord terminer ma rétro de 53 à 2013 avant de faire 2012. Donc quand je l'aurai terminé, ça devrait être la prochaine série que j'attaque. Avant de conclure, je voulais vous remercier pour tous les messages fortement sympathiques et drôles que vous pouvez me balancer dans ce machin-là. Mais vu qu'il y a l'autre qui s'y rajoute, hein, Monsieur Loïc CP, pour ne pas vous mentionner, je suis obligé, c'est dans mon contrat, de lui faire un passage de pub parce que le gars a écrit 3 bouquins en un an, donc voilà, il nous a fait ça, une petite bio sur Nando Alonso avant son arrivée chez Aston Martin, bien évidemment, puisque ça s'appelle jusqu'à Alpine. Euh, sur Monsieur Bastien Vettel aussi, que j'ai toujours pas attaqué à lire, mais ça existe et de ce que j'en ai feuilleté, c'est toujours très bien écrit. Celui-là, par contre, je l'ai bien attaqué, écrit avec Daniel Ortelli. Là, si vous aimez l'histoire, foncez, parce que c'est très très beau. Voilà, c'est l'instant pub, c'est dans mon contrat. J'ai aussi gardé celle-là pour terminer dans les dernières questions, parce que il y avait déjà une question sur Latifi. Battle des pilotes canadiens qu'on aime détester, Latifi ou Stroll. Comme je le disais, Latifi, t'as envie de lui... Le petit enfant, tu vois. Euh, il n'est pas détestable, Latifi. T'as juste envie de lui dire, mais reste pas en Formule 1. Alors que Stroll, il fait rien pour aider sa cause. Et pourtant, en soi, il est carrément meilleur que Latifi, quoi. Mais c'est clair que sur le point de vue social, c'est dur de pas donner le point à Latifi. Voilà. Mais je t'en donne un petit à Lance Stroll quand même, parce que il, il s'en prend plein la tronche par moi, hein, le premier, mais il n'aide pas ce qu'on essaye de le faire. T'as pas compris, mais c'est pas grave. C'est pas un petit gamin pour y gâter. C'est juste qu'il aime pas du tout les médias.